Les carnets de l'apothicaire de Yukunatsu, chapitre 6, Goûteuse. Un tel retournement de situation s'avéra particulièrement opportun pour Jinchi. Découverte par le plus grand des hasards, cette jeune fille qui sortait des sentiers battus résolvait pour lui de nombreux problèmes restés jusque-là sans solution. En tout et pour tout, Dame Gyokyo avait à son service 4 dames de compagnie. Ce chiffre aurait été jugé honorable pour une concubine ordinaire, mais paraissait néanmoins un peu dérisoire pour l'une des favorites de l'empereur. Malgré tout, les employés juraient qu'elle n'avait nul besoin de renfort. Leur maîtresse, à ce qu'il semblait, n'avait d'ailleurs pas davantage l'intention de faire grossir leur rang. De nature douce et joyeuse, elle n'en demeurait pas moins une jeune femme intelligente et prudente, à l'instar de toutes celles qui, après avoir reçu les faveurs du maître de l'univers, ambitionnaient de survivre dans ce jardin de fleurs. On avait déjà attenté à sa vie, et ce plusieurs fois, en particulier après que la nouvelle qu'elle attendait un potentiel hérité se fut répandue. Merci Leilou Laïa, bienvenue, écoute bien, j'espère que ça va te plaire. D'habitude, toute concubine arrivant au Rogong drainait dans son sillage toute une foule de petites mains attachées à son service. Toujours était-il que des 10 dames de compagnie qui travaillaient jadis pour elle, il en restait dorénavant moins de la moitié. Dame Gyokyo avait réussi à jouer de son influence pour s'en adjoindre une 5e après la naissance de la petite princesse, une nourrice qui s'était vue renvoyer à cause de cette histoire de poudre empoisonnée. L'intendant comprenait donc parfaitement la réticence de la jeune femme à faire à nouveau confiance à une domestique inconnue, qui plus est issue d'un quartier obscur de la cour. Pour autant, une concubine de son rang se devait de posséder un entourage digne de son statut. Une dame de compagnie supplémentaire ne serait pas la mer à boire. Merci gros pour ton 45e mois, merci beaucoup. À tout point de vue, il semblait à Jinchi que la jeune servante aux taches rousses tombait à pic. Dame Gyokyo n'avait aucune raison de se méfier de la lingère qui avait sauvé sa fille. Que cette dernière eût quelques connaissances en poison ne pouvait en être que plus profitable. Dans l'hypothèse où elle serait un jour tentée d'utiliser ses talents à mauvais escient, il suffirait de la remiser dans un autre quartier obscur du palais où sa capacité à nuire serait réduite à néant. La stratégie était d'une simplicité enfantine. Au besoin, l'eunuque userait de son charme pour arriver à ses fins. Il sourit à cette pensée. Certes, tirer parti de son exceptionnelle beauté manquait un peu d'élégance, mais il n'avait pas pour autant l'intention de s'en priver. Après tout, il devait aussi sa valeur à son physique. Pour une employée du palais, être assignée à une maîtresse, mieux, se retrouver du jour au lendemain dame de compagnie d'une des favorites de l'empereur, représentait une forme d'assurance de voir ses conditions de vie s'améliorer. Jadis au plus bas de l'échelle dans la hiérarchie de la cour, Mao Mao venait d'être propulsée au niveau des femmes de rang intermédiaire, ce qui s'accompagnait d'une hausse de salaire conséquente. Restait un petit problème. 20% de ses revenus étaient directement envoyés à sa famille officielle, c'est-à-dire celle enregistrée dans les registres, en l'occurrence, ses ravisseurs. Cet arrangement détestable permettait en effet à certains fonctionnaires avides de se remplir les poches à moindre risque. Voilà donc quel est le prix à payer pour échapper à son dortoir surpeuplé. La chambre qu'on lui avait attribuée, réservée à son usage personnel, était dotée d'un lit bien plus confortable que la natte de roseau qui lui avait servi jusque-là de couche. Certes, le cadre mangeait la moitié de la pièce, mais au moins n'avait-elle plus à craindre d'écraser ses semblables au réveil. Qui plus est, et sans qu'elle le sache encore, elle aurait bientôt une nouvelle raison de se réjouir. Dame Gyokyo logeait avec ses dames de compagnie dans le pavillon de jade. Une nourrice en était récemment partie, officiellement en raison du début de sevrage de la jeune princesse. Mao Mao soupçonnait toutefois un tout autre motif à son départ. Comparé à l'entourage de Dame Lifa, qui possédait 10 suivantes, la suite de sa nouvelle maîtresse pouvait paraître réduite. Néanmoins, contrairement à ce qu'elle avait craint, et même si elles eurent l'air un peu surprises de l'arrivée de Mao Mao parmi elles, les autres dames de compagnie de Dame Gyokyo ne lui témoignèrent aucune hostilité. Mieux, elles lui manifestèrent même de la sympathie. Une telle attitude était plutôt surprenante. La jeune fille n'allait toutefois pas tarder à découvrir les raisons de tant de bienveillance. Ce jour-là, la table fut garnie de mets royaux divers, chacun composé d'ingrédients réputés pour leurs propriétés bénéfiques. Hon Nyan, première dame de compagnie de Dame Gyokyo, en préleva quelques bouchées qu'elle plaçait dans des secoupes face à Mao Mao. La concubine observait la scène, l'air tout aussi désolé que ses suivantes, sans pour autant intervenir.
Elle se trouvait dans la chambre de la favorite, une pièce richement décorée où la jeune femme prenait tous ses repas. Prudence oblige, elle était forcée d'envisager que, parmi les nombreuses mains qui lui cuisinaient et lui portaient ses repas, l'une puisse avoir des intentions néfastes à son égard. Vous croyez que le président de la République, il a encore une personne qui goûte ses plats, ou est-ce qu'on peut empoisonner Macron? C'est une question. Je pose une simple question pour enrichir ma culture générale. Goûter les plats s'avérait donc plus que nécessaire. Le décès du jeune prince héritier avait par ailleurs semé le trouble à la cour. Beaucoup pensaient que le poison qui l'avait tué avait également rendu sa demi-sœur malade. Les dames de compagnie, qui n'avaient pas eu connaissance du rôle joué par la poudre blanche dans cette sombre affaire, redoutaient à présent que tout et n'importe quoi soit empoisonné. Il n'y aurait rien eu d'étonnant non plus à ce qu'elles accordent peu d'importance, si ce n'était aucune, à la vie d'une petite servante tout juste envoyée comme goûteuse. Désormais, Mao Mao serait chargée de tester tous les menus destinés à Dame Gyokyo, ainsi que la nourriture pour bébé de la princesse et, lorsqu'il leur rendrait visite, les riches mets offerts à l'empereur. Au fil des indiscrétions, la jeune fille avait fini par apprendre que, lors de sa grossesse, Dame Gyokyo avait échappé à 2 reprises au poison. Et si la première goûteuse s'en était tirée sans trop de séquelles, la seconde s'était retrouvée paralysée par une toxine agissant sur le système nerveux. Depuis, les dames de compagnie avaient dû se relayer, la peur au ventre, pour tester les plats de leur maîtresse. D'où leur soulagement teinté de satisfaction de voir arriver une nouvelle goûteuse dans l'entourage de la concubine. Mao Mao contempla l'assiette en céramique avec désapprobation. Pourquoi ne pas utiliser de l'argent si elle redoute à ce point d'être empoisonnée s'interrogea-t-elle. À l'aide de ses baguettes, elle s'empara d'un petit bout de légume mariné pour l'examiner de plus près. Elle le huma, puis le plaça sur sa langue afin de déceler une éventuelle sensation de picotement. Enfin, elle l'avala. Elle doutait d'être vraiment qualifiée pour remplir le rôle de goûteuse. Les poisons foudroyants étaient une chose, mais les substances à diffusion lente n'auraient pas beaucoup d'effets remarquables sur elle. Il faut dire aussi qu'au nom de la science, elle s'était accoutumée par exposition graduelle à un large éventail de poisons, si bien qu'il en restait peu contre lesquels elle demeurait complètement vulnérable. Loin de faire partie du métier d'apothicaire, ces expériences avaient pour unique vocation de satisfaire sa curiosité personnelle. Dans les pays de l'Occident, les intellectuels aux méthodes iconoclastes aux yeux du reste du monde étaient surnommés des savants fous. Même le père de Mao Mao, qui n'avait pourtant pas hésité à lui enseigner son métier, ne pouvait s'empêcher de désapprouver que sa fille utilise son propre corps comme un cobaye. Quoi qu'il en soit, le goût et l'odeur n'ayant révélé la présence d'aucun poison de sa connaissance ni provoqué de réaction physique notable, la nouvelle goûteuse finit par donner son assentiment au plat, qui fut dès lors présenté à Dame Gyokyo. Vient ensuite le tour des aliments insipides destinés à la petite princesse. À la fin de cette journée de travail, Mao Mao fut convoquée dans la chambre de la première dame de compagnie de sa nouvelle maîtresse pour faire le point sur ses impressions en tant que goûteuse. « Je pense qu'utiliser de l'argenterie serait préférable, conseilla la jeune apothicaire, aussi platement que possible. » Jinchi avait vu juste à ton sujet, lâcha son interlocutrice en poussant un soupir de soulagement. À 30 ans, Hong Nian arborait des formes généreuses et des cheveux noirs. Qu'elle ne s'encombre d'aucun accessoire superflu, preuve de son esprit pratique, ne retirait rien à son charme. Elle avoua à sa jeune subalterne, non sans une pointe de regret, que la décision de ne pas utiliser de vaisselle en argent avait été prise pour respecter les instructions de l'intendant du Rougong. Mao Mao ne doutait pas non plus un seul instant qu'elle devait son nouveau poste de goûteuse à ce magouilleur. Elle se retint de laisser transparaître son dégoût. « Tes connaissances en poison et remèdes semblent tout bonnement prodigieuses, » reprit la première dame de compagnie. « J'ignore pourquoi tu t'en cachais. En annonçant que tu savais écrire dès ton arrivée, tu aurais tout de suite reçu un bien meilleur salaire. En fait, j'étais apothicaire avant d'être enlevée et vendue à la cour. Et si je n'en ai pas parlé, c'est parce que je déteste l'idée que mes ravisseurs reçoivent une partie de mon salaire, » répondit abruptement Mao Mao, irritée. La suivante en chef ne se formalisa pas du ton de sa nouvelle recrue. « En d'autres termes, tu étais prête à recevoir moins d'argent pour qu'ils ne profitent pas de leurs crimes. » Elle fut soulagée que Hong Nian la comprenne.
Sans compter que les domestiques, qui ne montrent aucun talent particulier, sont souvent libérés au bout d'1 ou 2 ans de service à la cour intérieure, poursuivit la première dame de compagnie. La main-d'œuvre va et vient tous les jours ici. La goûteuse s'inquiéta soudain de ce que la jeune femme la comprenait peut-être même un peu trop bien. Son interlocutrice souleva une carafe en céramique posée sur la table pour la tendre à Mao Mao. « C'est pour quoi faire ?» demanda la jeune apothicaire. Avant même qu'elle ait pu se saisir du récipient, il tomba au sol et une profonde fissure vint fendiller la précieuse faïence sous ses yeux horrifiés. « Quelle maladroite !» s'exclama faussement Ronien. « Ce vase coûte une fortune. Vu ce que tu gagnes, tu vas avoir du mal à rembourser une somme pareille. Avec une telle dette à ton actif, je doute que tu puisses adresser de l'argent à ta famille dorénavant. Pire, il va sans doute falloir qu'on leur renvoie la facture. » Après une seconde de stupeur, Mao Mao se rendit compte du stratagème de la dame de compagnie. Un sourire se dessina sur le visage d'habitude impassible de la coupable qui se prêta au jeu. « Je vous présente toutes mes excuses. N'hésitez pas à prélever la somme de mes versements, quitte à réclamer le montant restant à ma famille. » « Très bien, je ne manquerai pas d'en informer la servante en chef. Oh, et tant que j'y pense. » Après avoir reposé la carafe ébréchée sur la table, elle tira d'un tiroir un rouleau constitué de plaquettes de bois, où elle inscrivit à la va-vite quelques caractères. « Tiens, voici le détail de tes revenus supplémentaires en tant que goûteuse. Considère ça comme une prime de risque. » Le montant était presque aussi élevé que le salaire actuel de Mao Mao. La surprise était d'autant plus agréable qu'elle savait que ses ravisseurs n'en toucheraient jamais le moindre centime. « Cette femme-là sait se mettre les gens dans la poche, » songea la nouvelle locataire du pavillon de Jade, avant de s'incliner bien bas en guise de remerciement, puis de quitter la pièce. Oui, mais le cuisinier, il peut empoisonner. Le cuisinier en chef de l'Élysée. Ça me perturbe, j'ai envie de savoir. Bah voilà. Chapitre 7. Une branche. Les dames de compagnie de Dame Gyokyo étaient toutes plus travailleuses les unes que les autres. À 4 seulement, elles se chargeaient de tout au pavillon de Jade, y compris du ménage, quand bien même ces corvées ne relevaient pas de leur obligation officielle, mais incombaient plutôt aux domestiques rattachés au service correspondant. D'ailleurs, lorsque ces servantes commençaient leur journée, elles n'avaient bien souvent rien à faire tant tout était déjà propre et astiqué. Le quatuor se montrait si efficace que Mao Mao n'avait-elle non plus rien à faire en dehors de son travail de goûteuse. Seule Ronien lui confiait parfois quelques menues besognes, qu'elle compatisse au rôle déplaisant qu'avait à jouer leur nouvelle camarade, ou qu'elle ne souhaite pas la voir s'immiscer dans leur petite routine, le résultat était le même. Elle persistait à rejeter l'aide de la jeune fille d'un aimable « Oh, ne t'embête pas avec ça !» avant de l'encourager à retourner dans sa chambre. « Comment suis-je censée m'intégrer ?» se désolait-elle. Cloîtrée dans ses appartements, elle n'en sortait que pour les repas, 2 fois par jour, la cérémonie du thé de l'après-midi et les somptueux banquets réservés à l'empereur lors de ses visites sporadiques. Rien de plus. Ronien se montrait assez gentille pour lui confier parfois d'autres tâches, mais elles étaient rares et beaucoup trop simples pour l'occuper bien longtemps. Entre les plats raffinés, auxquels elle avait accès par le biais de son tout nouveau poste, ses propres collations, plus élaborées qu'auparavant, et les petites douceurs qu'on lui offrait quand elle n'avait pas tout été mangée à l'heure du thé, Mao Mao profitait désormais d'une alimentation bien plus riche. Dans le même temps, elle ne se dépensait plus autant qu'avant, si bien qu'alliée au manque d'exercice, la richesse des nutriments qu'elle ingurgitait contribuait à lui donner l'impression qu'on cherchait à l'engraisser comme du bétail. Et ce n'était pas forcément une bonne chose pour une goûteuse. D'accord, elle n'était pas bien épaisse, ce qui rendait plus difficile la détection d'un poison lent voué à la faire dépérir. Prendre un peu de poids améliorerait donc ses chances de survie, puisque le dosage d'une toxine dépendait de la corpulence de la victime. Sauf si ce remplumer présentait un avantage théorique non négligeable, Mao Mao se sentait néanmoins parfaitement capable de déceler une substance assez robuste pour l'affaiblir, et même de survivre à la dose recommandée pour rendre n'importe quel poison mortel sans ces quelques kilos en plus. Un optimisme que ne partageait cependant pas le reste de la maisonnée. Les autres dames de compagnie ne cessaient de prendre en pitié la nouvelle venue, si délicate et menue, dont on mettait la vie en péril. Pour la réconforter,
Elle lui servait toujours une part supplémentaire de légumes et davantage de bols de riz qu'elle ne pouvait en avaler. À ce propos, le quatuor lui rappelait les prostituées du quartier des plaisirs, dans lequel elle avait travaillé aux côtés de son père apothicaire. Malgré sa froideur et les distances que Mao Mao mettait un point d'honneur à maintenir, ses courtisanes avaient toujours pris soin d'elle en lui réservant de quoi manger, que ce soit un repas complet ou un encas. La jeune fille ne se rendait pas compte qu'une raison bien précise expliquait pourquoi elle suscitait tant de sympathie. Un certain nombre de cicatrices lui couraient en effet sur le bras gauche. Coupures, entailles, brûlures, ainsi qu'une série de points qui évoquaient les piqûres répétées d'une aiguille. Quiconque l'observait un peu pouvait voir en elle une frêle adolescente mutilée, qui avait souvent des bandages au bras, le teint pâle, et une tendance certaine à l'évanouissement. La larme à l'œil et le cœur serré, nombreuses étaient les âmes sensibles à mettre son caractère distant sur le compte des sévices qu'elle avait sans nul doute endurés, car elle avait forcément souffert. Il s'agissait pourtant de toute autre chose. La seule responsable de ces mutilations, c'était Mao Mao elle-même. Pour quelle raison s'infligeait-elle un tel traitement? Par amour de la science, bien sûr. Elle aimait faire l'expérience des différents remèdes antidouleurs et autres préparations qu'elle prescrivait. Pour cela, elle ingérait de petites quantités de poison et se laissait à l'occasion mordre par des serpents venimeux afin de renforcer les barrières naturelles de son organisme. Le bon dosage était parfois compliqué à trouver, d'où les quelques évanouissements à son actif. Par ailleurs, étant droitière, elle avait préféré sacrifier le bras gauche plutôt que d'abîmer sa main la plus forte. Ces expérimentations ne puisaient pas à la source d'une tendance masochiste, mais une curiosité un peu trop prononcée pour les poisons et leurs antidotes l'alimentaient. Son père s'en tenait pour l'unique fautif. Qui d'autre blâmait que lui pour avoir enseigné à sa fille la lecture et les rudiments de la médecine? Certes, il avait agi dans l'espoir de lui épargner la prostitution, métier qui lui tendait les bras par le simple fait de grandir à proximité du quartier rouge. Sauf qu'il était déjà trop tard pour démentir les calomnies qui couraient sur son compte et faisaient de lui un père abusif, quand il avait pris conscience de la soif de connaissance insatiable de Mao Mao. Rares étaient ceux qui l'avaient pris au sérieux lorsqu'il en avait parlé pour tenter de défendre sa réputation. La plupart s'étaient contentés de le regarder d'un air réprobateur. Qu'une jeune fille puisse se blesser volontairement au nom de la science dépassait tout simplement la compréhension du commun des mortels. Le père de l'adolescente en question ne pouvait qu'être le coupable de ces mauvais traitements. Voici donc l'histoire de Mao Mao, telle que se l'imaginaient les dames de compagnie. Après des années de maltraitance, la pauvre enfant avait été vendue au Rogong, où elle était désormais condamnée à risquer sa vie pour Dame Gyokyo. Une véritable tragédie, dont l'héroïne principale, destinée au sacrifice, ignorait tout. À ce rythme, je vais enfler comme un bœuf, continuait-elle de s'inquiéter sans avoir conscience de ce qui se racontait sur elle. Elle se lamentait encore de son tour de hanche quand l'arrivée d'un visiteur indésirable vint finir de gâcher le reste de sa soirée. C'est important de boire. C'est très très important. Nous ne vous attendions pas aussi tard, fit remarquer Dame Gyokyo au nouveau venu. Parmi ses nombreuses attributions, l'eunuque au sourire de nymphe avait la responsabilité de prendre régulièrement des nouvelles des concubines de haut rang. Ce jour-là, il était accompagné de l'un de ses subalternes. Mao Mao, fidèle au poste, goûta les sucreries qu'il avait apportées avant de s'effacer derrière la chaise longue de sa maîtresse. Elle remplaçait Ronyan, sorti changer les langes de la jeune princesse. Eunuque ou pas, aucun homme n'avait l'autorisation de se entretenir avec l'une des favorites de l'empereur en dehors de la présence d'un chaperon. J'ai reçu une missive selon laquelle une des tribus barbares qui nous menaçait semble avoir été matée pour de bon, répondit Jinchi en guise d'excuse. Vraiment? Et qu'est-ce que cela implique? La géopolitique faisait partie des thèmes qui avaient la particularité de piquer la curiosité de Dame Gyokyo. Après tout, être l'une des concubines de l'empereur ne changeait rien à son sort, celui d'une jeune femme, à peine plus âgée que Mao Mao, évoluant à la cour intérieure avec autant de liberté qu'un oiseau en cage. Je ne voudrais pas heurter la sensibilité d'une dame de votre rang.
Je ne serais pas là si je n'étais pas capable d'embrasser la beauté et l'horreur de ce monde, répliqua la favorite sans se laisser démonter. L'intendant du Rogong jaugea Mao Mao d'un bref regard, comme s'il hésitait à poursuivre en sa présence. Il assura à son hôtesse que le sujet n'avait rien d'intéressant, avant de finir par consentir à l'aborder. Si le pays vivait en paix dans une grande partie de son territoire, les autorités avaient parfois vent des tribus barbares qui provoquaient des troubles çà et là. À la suite de l'un de ces conflits, survenus quelques jours plus tôt, une troupe de soldats impériaux avait été dépêchée afin de rétablir l'ordre. S'ils n'avaient eu aucun mal à chasser les éclaireurs, qui s'étaient aventurés dans la contrée, le trajet du retour leur avait été plus néfaste. Leurs provisions avaient, semble-t-il, été empoisonnées. Une dizaine d'hommes avaient souffert d'une intoxication alimentaire. Plus encore s'étaient sentis nauséeux dans une moindre mesure. Ils s'étaient ravitaillés dans l'un des villages où ils avaient fait halte juste avant les combats. Si la zone relevait bel et bien de l'autorité de l'Empire, ses habitants avaient néanmoins entretenu par le passé des liens avec des tribus barbares. Par conséquent, un des soldats impériaux du contingent empoisonné vint mettre aux arrêts le chef du village en question. Sauf que ce faisant, il rencontra de la résistance. Des heurts éclatèrent, tant et si bien que l'envoyé tua plusieurs des paysans qui avaient tenté de l'empêcher d'emprisonner leur édile. Les villageois survivants furent accusés d'être de mèche avec les barbares. Résultat, les autorités statuèrent sur leur sort une fois qu'elles auraient décidé quelles sanctions infliger à leur chef. Arrivé là, dans son récit, Jinchi avala une gorgée de thé. « C'est horrible !» s'indigna Mao Mao qui luttait contre l'envie de laisser éclater sa colère. Elle contraignit ses mains à ne pas quitter ses flancs et se força à tenir la langue. Elle aurait préféré ne jamais entendre cette histoire. Il existait beaucoup de choses qu'il valait mieux ne pas savoir. L'eunuque remarqua le trouble de la jeune fille, vers qui il se tourna. « Ne me regarde pas !» lui ordonna-t-elle en pensée. Un vœu pieux, naturellement. Tout en la contemplant, il souriait, comme pour la mettre au défi d'avouer ce qu'elle avait sur le cœur. « Tu as quelque chose à dire ?» s'enquit-il. Il s'agissait moins d'une question que d'un ordre. « Est-ce que cela changera quoi que ce soit ?» se demanda-t-elle en pesant le pour et le contre. Peu importait. En gardant le silence. « Ah, ma musique ne fonctionne plus, mais vous, est-ce que vous êtes toujours là ?» En gardant le silence, elle condamnait un village, au moins, à être rayé des cartes. « Ce n'est que mon opinion, » dit-elle en guise de préambule. Elle s'empara ensuite d'une branche dans un arrangement de fleurs disposées en vase. Le rameau, vierge de bourgeons, provenait d'un rhododendron, le même type d'abrisseau qu'avait choisi la jeune apothicaire pour y suspendre son avertissement à Dame Gyokyo à propos de la toxicité de la poudre de son maquillage. Elle en arracha une feuille qu'elle mit dans sa bouche. « Qu'est-ce que tu fais ?» voulut savoir sa maîtresse. « Le contact avec ces feuilles peut donner envie de vomir ou même de gêner la respiration, » expliqua Mao Mao. « Tu viens pourtant d'en ingérer une » répliqua Jinchi sur un œil inquisiteur. « Oh, ce n'est rien » répondit-elle en reposant la tige sur la table. Comprenez toutefois qu'au sein même du Rogong, certaines plantes sont toxiques. Le poison du rhododendron est logé dans ses feuilles, mais pour d'autres arbustes, ce sont les racines ou les branches qui sont dangereuses. Il suffit parfois de les brûler pour en libérer les toxines. Ces deux interlocuteurs étaient assez malins pour comprendre les implications de ces sous-entendus. La jeune fille n'en enfonça pas moins le clou. Quand ils montent leur camp, les soldats utilisent les ressources qu'ils trouvent sur place pour allumer un feu ou se tailler des baguettes, n'est-ce pas ? Ah, fit le fonctionnaire impérial. Ce qui voudrait dire, continua Dame Gyokyo, que le villageois avait été accusé à tort. L'apothicaire vit le bel eunuque se frotter pensivement le menton. Elle ignorait s'il possédait la moindre influence au-delà du Rogong, mais peut-être serait-il en mesure de venir en aide à ces malheureux paysans, de quelque manière que ce soit. Lorsque Ronien revint avec la princesse Linli, Mao Mao, le sens du devoir accompli, prit congé. Chapitre 8. Filtre d'amour.
Ce ne fut pas la dernière des visites de l'eunuque à l'inaccessible beauté, loin de là. Qu'est-ce qu'il veut encore, celui-là se demanda Mao Mao, exaspéré en voyant l'intendant du Rogong assis sur le canapé drapé du petit salon. Loin de partager son agacement, les autres dames de compagnie s'empressèrent d'aller faire un thé à leur invité qui, même dans sa manière de se tenir, un sourire enchanteur aux lèvres, transpirait l'élégance. La goûteuse les entendait se disputer dans la pièce adjacente pour déterminer laquelle aurait l'honneur de préparer la boisson. Finalement, ce fut Ronnienne qui se chargea de concocter le breuvage, après avoir renvoyé ses 3 collègues dépités dans leur chambre. Mao Mao souleva la tasse en argent, puis en huma le contenu, avant d'en goûter une minuscule gorgée. Le regard fixe que Jinshi posait sur elle la rendait nerveuse. Elle plissa les yeux pour ne pas avoir à le soutenir. Nul doute que la plupart des jeunes filles auraient adoré attirer l'attention d'un homme aussi beau, fût-il eunuque. Mais la dernière venue au pavillon de Jade n'en faisait pas partie. Ce genre de considération lui passait d'ailleurs complètement au-dessus de la tête. Même si elle n'avait aucun mal à admettre l'inhumaine beauté du fonctionnaire, elle n'était toutefois pas de celle qui était sensible. « J'ai reçu quelques amuse-bouches en cadeau, » annonça de but en blanc l'intendant. « Aurais-tu l'amabilité de les goûter pour moi ?» D'un geste, il désigna un panier de baozi, des petits pains cuits à la vapeur. Mao Mao en prit un, qu'elle ouvrit en 2. La farce, composée d'un mélange de viande hachée et de légumes, dégageait la subtile odeur d'un stimulant bien particulier qu'elle reconnut sur le champ. Elle avait déjà rencontré ce type de tonique. « Ils contiennent des substances aphrodisiaques, » annonça-t-elle. « Tu le sais sans les avoir goûtés ?» s'exclama l'employé impérial dubitatif. « Vous ne courez aucun danger, vous pouvez les emporter et les déguster sans crainte. » « Sachant qui me les a offerts, je préfère m'abstenir. »« Vous risquez en effet d'avoir de la visite, ce soir, » confirma Mao Mao d'une voix qu'elle s'efforça de rendre aussi nonchalante que possible. Sa réaction parut décontenancer Jinshi, mais la jeune apothicaire s'estimait déjà bien gentille de ne pas se montrer plus ouvertement méprisante en le fusillant du fameux regard qu'elle ne réservait qu'aux vers de terre insignifiants. À quoi pensait-il en lui proposant de goûter des petits pains qu'il savait contenir un aphrodisiaque? Et surtout, qui les lui avait remis? Dame Gyokyo, qui n'avait pas perdu une miette de leur échange, laissa échapper un petit rire clair. La princesse Linli dormait paisiblement à ses côtés. Mao Mao s'inclina pour prendre congé. Elle s'apprêtait à sortir quand Jinshi l'interpella. « Un instant, s'il te plaît. Il vous fallait autre chose ?» L'eunuque et la concubine échangèrent un coup d'œil entendu. Visiblement, ils s'étaient concertés en amont sur la teneur de cette conversation, et elle impliquait la goûteuse. « Serais-tu capable de préparer un filtre d'amour ?» Les pupilles de la jeune fille s'agrandirent. « Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête, ces deux-là » s'interrogea-t-elle, aussi surprise qu'intriguée. Elle n'en avait aucune idée, mais force était de reconnaître que l'initiative l'emballait au plus haut point. « J'aurais besoin de 3 choses, répondit-elle en faisant de son mieux pour dissimuler son enthousiasme. Du matériel, des ingrédients et du temps. Si elle était capable de concocter un filtre d'amour, et comment? Les sourcils froncés et les bras croisés de Jinshi trahissaient son inquiétude. L'incroyable beauté de l'intendant du Rogong était la source de nombreux commérages. Beaucoup estimaient que, s'il était né femme, le pays tout entier se serait prosterné à ses pieds. D'autres allaient plus loin encore, affirmant qu'il pouvait séduire l'empereur s'il le voulait, et ce, quel que soit son sexe. De telles flatteries laissaient malgré tout le principal intéressé aussi froid qu'un matin d'hiver. Chacune de ces traversées de la cour intérieure était ponctuée de sifflements admiratifs. J'essaye de faire les sifflements admiratifs. Ce jour-là, il avait été importuné par une concubine de rang moyen, deux de rang inférieur, ainsi que par 2 employés du palais, un militaire et un bureaucrate. C'était le soldat qui lui avait remis les petits pains rehaussés d'un aphrodisiaque. Voilà pourquoi il s'était retiré dans ses appartements pour le reste de la soirée. Nul élan de paresse dans cette décision, plutôt une mesure de protection. Jinshi inscrivit le nom des diverses concubines qui l'avaient interpellé sur un rouleau étalé sur son bureau. Peu importait que l'empereur s'intéresse ou non à elle, une femme de la cour prenait des risques en envisageant d'inviter un autre homme que son maître dans son lit.
La liste n'aurait pas le poids d'un rapport officiel, mais l'intendant du Rogong soupçonnait qu'elle suffirait à faire perdre très vite aux inconscientes impliquées les maigres faveurs qu'elles avaient mis si longtemps à obtenir de la part de Sa Majesté impériale. Combien, parmi les petits oiseaux enfermés dans cette cage, avaient compris que la présence de Jinshi avait valeur de test? Le choix d'une concubine se portait avant tout sur la réputation de la famille. Une future mère de la nation se devait d'avoir reçu une excellente éducation. Mais beauté publique et intelligence étaient aussi des critères de sélection, bien que cette dernière vertu fût plus délicate à jauger. Dans ce but, l'empereur avait eu l'idée retorse de se servir de l'eunuque. C'était d'ailleurs le fonctionnaire en personne qui lui avait recommandé Dame Gyokyo et Lifa. La première était une jeune femme réfléchie et perspicace. La seconde avait un caractère plus sanguin, mais ses manières ne souffraient aucun reproche. Toutes deux vouaient une loyauté sans faille à celui qui partageait leur couche et n'avaient jamais eu là un moindre comportement déplacé envers Jinshi. Ce qui n'avait pas empêché Dame Lifa de perdre tout récemment son titre de favorite. L'empereur avait beau être son maître, l'intendant du Rogong détestait les méthodes qu'il employait. Il choisissait ses concubines en fonction de leur utilité pour lui et le pays, pour les engrosser. Si par malheur, l'enfant périssait ou ne répondait pas à ses attentes, abandonner la mère ne lui posait pas le moindre problème. Selon toute probabilité, la faveur impériale continuerait donc de se pencher vers Dame Gyokyo. Après le décès du jeune prince héritier, le père de l'enfant avait cessé ses visites à Dame Lifa, qui ne fut bientôt plus que l'ombre d'elle-même. Ce n'était pourtant pas la première à être ainsi reniée. D'autres avant elle avaient été discrètement renvoyées dans leur foyer ou offertes à des mandarins. Genshi tira un dossier de sa pile. Il contenait des informations sur une dénommée Fuyo, une concubine de rang moyen, qui venait d'être promise, en récompense de ses prouesses militaires, au chef des soldats qui avait repoussé l'invasion barbare dont il avait parlé à Dame Gyokyo. En réalité, la neutralisation de la tribu ennemie avait moins pesé dans cette décision que la capacité du capitaine à retenir la fureur de certains militaires parmi ses troupes. Un village avait beau avoir été accusé, puis puni à tort, l'incident n'avait pas été rendu public. Question de politique. Quoi qu'il en soit, j'espère que tout se passera comme prévu. S'il avait vu juste, aucun problème ne serait à déclarer. Malgré tout, un petit coup de pouce de la jeune apothicaire ne serait sans doute pas de trop. Aussi hostile se montra-t-elle à son égard, elle s'avérait bien plus utile qu'il ne l'avait espéré. Il n'était pas rare que des jeunes femmes ne lui prêtent pas la moindre attention, mais jamais personne ne l'avait jamais regardé avec autant de mépris que Mao Mao, qui semblait le considérer comme s'il n'était qu'une limace repoussante. Sans doute se pensait-elle subtile dans son dédain. Elle se trompait. L'eunuque ne put s'empêcher de voir naître sur ses lèvres ce fameux sourire ravageur empreint d'une pointe de méchanceté. Sans être masochiste, la réaction de la jeune goûteuse l'intriguait. Il se sentait comme un enfant qui venait de recevoir un nouveau jouet. Je me demande bien ce que l'avenir nous réserve. Il coinça le dossier sous un presse-papier, puis alla se coucher, non sans verrouiller la porte de ses appartements au préalable. Mieux valait éviter les visiteurs nocturnes importuns. Contrairement à ce que proclamait la croyance populaire, il n'existait pas de remède miracle pour tout soigner. En dépit des avertissements de son père, Mao Mao, elle aussi, avait voulu y croire. Longtemps, elle s'était acharnée à trouver un traitement qui serait efficace pour tout et sur tout le monde. Elle s'était tant investie dans ses recherches qu'elle en vint à se mutiler le bras pour les faire avancer. Pardon. Certes, l'expérience lui avait permis de concevoir quelques nouvelles drogues, mais au bout du compte, elle avait dû se rendre à l'évidence. La panacée était un mythe. Malgré toute l'antipathie que lui inspirait Jinshi, sa commande l'enthousiasmait. Depuis son arrivée à la cour, aucune occasion de préparer quoi que ce soit de plus complexe qu'un thé à matcha ne s'était présentée à elle. Contre toute attente, pourtant, une grande variété de plantes médicinales poussait au sein de la cour intérieure, bien que la jeune apothicaire ne possédât pas les outils pour les exploiter. Elle s'était donc jusque-là résignée à renoncer à ses expériences, peu désireuse, du reste, d'attirer l'attention de ses voisines de dortoir. À présent qu'elle disposait d'une chambre à elle voyait bien l'avantage qu'elle pouvait en tirer. Il ne lui manquait plus qu'une excuse pour récupérer les ingrédients nécessaires. En ce sens, la corvée de linge était bien pratique. La nouvelle venue au pavillon de Jade ne doutait pas que,
Ronien lui en confierait bientôt l'entière responsabilité. Ce fut donc au prétexte de livrer du linge propre que la jeune fille se présenta chez le médecin de la cour intérieure. Elle le trouva en plein conciliabule avec un eunuque qui accompagnait souvent Jinchi dans ses rondes. Surpris de voir la goûteuse de Madame Gyokyo sur les pas de sa porte, le propriétaire des lieux caressa sa moustache de loche, tout en toisant la visiteuse de la tête aux pieds. « On ne lui a jamais appris à ne pas fixer les gens comme ça ?» s'indigna Mao Mao. L'autre client sut de son côté faire preuve de bonnes manières et l'invita à entrer. Il agissait avec autant d'égard que si elle avait été sa maîtresse, ce qui n'était pas pour déplaire à la jeune fille. Des armoires entières de remèdes en tout genre recouvraient 3 des murs de la pièce. Une opulence qui arracha un sourire émerveillé à la nouvelle venue. Ses joues rosirent, ses prunelles miroitèrent. Elle n'avait pas souri ainsi depuis son arrivée au Raogong. Sa réaction suscita l'étonnement, mais la jeune apothicaire n'en avait que faire. Elle ne quittait plus des yeux les étiquettes des différents flacons. Lorsqu'elle avisa un ingrédient particulièrement rare qui était mentionné, elle se mit même à sautiller d'un pied sur l'autre. Sa joie était beaucoup trop grande pour qu'elle la contienne. Elle s'abîmait depuis plus d'une demi-heure dans l'extase, quand une voix familière finit par la tirer de sa rêverie. Quelqu'un lui aurait-il jeté un sort? Elle n'avait pas entendu Jinchi entrer dans la pièce. Il la contemplait à présent avec un mélange de curiosité et de perplexité. Ainsi rappelé à l'ordre, Mao Mao examina scrupuleusement chaque étagère à tiroir. Tout ingrédient susceptible de lui être utile dans la préparation du filtre d'amour fut empaqueté à part, avec une étiquette descriptive soigneusement placée sur l'emballage. Tant de papier était un luxe, à une époque où la pratique de l'écriture se faisait encore le plus souvent sur des rouleaux de plaquettes de bois. Le médecin à moustache de loche avait beau faire des pieds et des mains pour qu'on lui explique ce qui se trafiquait dans son dispensaire, il avait été poussé dehors sans ménagement. L'homme présent à l'arrivée de Mao Mao s'en était chargé personnellement. Plutôt bien bâti, il n'avait rencontré aucune difficulté dans sa tâche qu'il avait accomplie, avec un calme olympien. Il ressemblait davantage à un soldat qu'à un eunuque de la cour intérieure. La jeune fille finit par comprendre qu'il était l'assistant de Jinchi. Voilà pourquoi on les voyait si souvent ensemble. Kaoshun, c'était son nom, se chargeait d'attraper tous les ingrédients hors de portée de Mao Mao sous le regard de son supérieur qui les observait sans lever le petit doigt. La goûteuse prit soin de conserver une expression neutre, mais, quitte à ce qu'il reste les bras croisés, il aurait été préférable que le si charmant eunuque s'en aille voir ailleurs, s'il y était plutôt que de traîner dans leurs pattes. Soudain, l'un des tiroirs les plus hauts en hauteur attira l'attention de la jeune apothicaire qui se tordit le cou pour mieux le lire. Lorsque Gao Shun lui en remit le contenu, elle contempla, ébahie, les fèves dans le creux de sa main. C'était exactement ce dont elle avait besoin, sauf que la quantité était bien insuffisante. « Il m'en faudrait plus », leur annonça-t-elle. « Dans ce cas, nous t'en procurerons d'autres ?» lui assura Jinchi un sourire indulgent aux lèvres, comme s'il n'y avait rien de plus simple. « Elles viennent de très loin ?» fit-elle remarquer. « Il faut aller au sud-ouest pour en trouver. » On trouve de tout au marché. Nous allons surveiller les denrées ramenées par les commerçants venus de l'étranger. Je ne doute pas que nous puissions récupérer ce qu'il te faut. Il saisit l'une des fèves entre ses doigts. Elle était proche d'un noyau d'abricot dans son apparence, mais son arôme ne ressemblait toutefois à aucun autre. « Qu'est-ce que c'est » s'enquit-il curieux. « Du cacao » lui apprit la jeune fille. Chapitre 9. Cacao. Devant le tableau catastrophique qui s'offrait à eux, Jinchi jeta un coup d'œil agacé à Mao Mao. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son efficacité n'est plus à démontrer, reconnut l'eunuque. En effet, admit la jeune fille, soupira-t-il. Sans son habituel sourire détaché, ses traits semblaient marqués par la fatigue. Comment un tel désastre a-t-il bien pu se produire? Pour répondre à cette question, il fallait remonter le temps de quelques heures. Les 3 dames de compagnie étaient si peu discrètes dans leur tentative d'espionner ce qui se tramait en cuisine que
Kron avait fini par les renvoyer sèchement dans leur chambre. Mao Mao s'attaquait à la préparation du filtre d'amour qu'on lui avait commandé, car elle venait enfin de recevoir le dernier ingrédient qui manquait à sa liste. Le cacao. Il ne lui était cependant pas parvenu en fèves, mais réduit en poudre. Quoi qu'il en soit, tout était prêt désormais. Lait, beurre, sucre, miel, eau de vie, fruits secs et quelques huiles extraites des plantes aromatiques pour l'odeur. Des composants aussi nutritifs qu'onéreux, ayant tous fait leur preuve dans la confection de stimulants. De sa vie, Mao Mao n'avait goûté du cacao qu'une seule fois, et sous une forme différente. Durcie et adoucie par le sucre, la graine se transformait en une autre merveille, du chocolat. Une courtisane lui en avait un jour offert un morceau en quantité infime, ce qui avait néanmoins suffi à lui faire tourner la tête et à l'enivrer autant qu'un verre entier d'alcool. Le chocolat, lui avait expliqué la prostituée, lui venait de l'un de ses clients, un homme particulièrement vicieux qui espérait s'attirer ses faveurs avec un cadeau rare. Malheureusement pour lui, quand la belle de jour avait vu l'état dans lequel avait été plongée sa jeune amie après une seule bouchée, elle était entrée dans une fureur terrible. Elle était même parvenue à convaincre la patronne de la maison de plaisir de bannir le coquin. Un peu après, elle avait vu apparaître cet ingrédient mystérieux sur les marchés où il était vendu pour ses propriétés aphrodisiaques. Mao Mao avait par la suite réussi à s'en procurer quelques fèves, mais sans jamais avoir l'occasion de les utiliser. En réalité, aucune femme du quartier rouge n'aurait réclamé un médicament si extravagant à une apothicaire. Des années plus tard, la jeune fille se souvenait encore que le chocolat qu'elle avait goûté ce jour-là avait été solidifié à l'aide de matières grasses. Ses connaissances en remèdes et poisons aux goûts et arômes très variés lui conféraient en effet une excellente mémoire de la composition des aliments. La chaleur de la chaude saison risquait de gâter le beurre qu'elle comptait enduire de la mixture qu'elle aurait préparée. Aussi Mao Mao se résolut-elle à utiliser des fruits à la place. L'idéal aurait été de pouvoir disposer d'un peu de glace pour accélérer le processus de prise au froid. Naturellement, c'était impossible. Pour compenser, elle demanda qu'on lui apporte une grande cruche non émaillée à moitié remplie d'eau. Le but ? À mesure que le liquide s'évaporerait, l'air resté prisonnier de la jarre fermée par un couvercle se rafraîchirait juste assez pour solidifier la matière grasse. Une fois les ingrédients mélangés, la jeune apothicaire plongea une cuillère dans la mixture pour la goûter. Dans sa bouche, l'amertume le disputa au sucre. Ses papilles lui suggérèrent les petites touches finales encore nécessaires pour obtenir le résultat escompté. Même si sa résistance à l'alcool et aux toxines était supérieure à l'époque où elle avait goûté du chocolat pour la première fois, elle n'avait pas besoin d'en ressentir personnellement les effets pour être certaine de l'efficacité de sa préparation. Je devrais peut-être quand même réduire le dosage. Elle coupa les petits fruits en deux à l'aide d'un couperet, en plongeant les morceaux dans le chocolat fondu, puis les disposa sur une petite assiette qu'elle plaça à l'intérieur de la cruche. Elle recouvrit ensuite le tout d'un couvercle et d'une natte en paille de riz. Et voilà, le tour était joué. Ne restait plus qu'à attendre. Shenshi devait récupérer la préparation le soir même, ce qui laissait largement le temps au chocolat de durcir avant l'arrivée de l'eunuque. Mao Mao était en train de nettoyer son plan de travail quand elle constata qu'elle n'avait pas utilisé tout le chocolat fondu. Les ingrédients qui le composaient étaient tous trop chers et nourrissants pour être gâtés. La jeune fille décida donc de se réserver les restes pour plus tard. Après tout, aphrodisiaque ou pas, sa préparation n'avait que peu d'effet sur elle. Pour éviter d'avoir à répéter le processus de refroidissement, elle se contenta de découper du pain en cubes et de le faire tremper dans ce qui subsistait du liquide marron. Après avoir recouvert son futur dîner d'un couvercle et l'avoir entreposé sur une étagère, elle rangea les ingrédients qu'elle n'avait pas utilisés dans sa chambre, puis entreprit de faire un peu de vaisselle. Il aurait sans doute été plus avisé de mettre son dîner en lieu sûr, plutôt qu'à la vue de toutes, dans la cuisine, mais son esprit voltait déjà ailleurs. Peut-être sa dégustation la grisait-elle plus que prévu. Quoi qu'il en soit, l'erreur était commise. Coucou Lina. Mao Mao était absente au moment de la catastrophe, occupée à faire une course pour la première dame de compagnie et à cueillir des plantes médicinales pour sa réserve personnelle. Pendant ce temps-là, le pain enrobé de cacao qu'elle avait laissé dans la cuisine lui était totalement sorti de la tête.
Satisfaite de son panier plein, elle déchanta pourtant bien vite en voyant l'accueil que lui réservaient Ronyen et Dame Gyokyo. La première était très pâle, la seconde profondément troublée. Kaoshun s'était également déplacé, ce qui laissait penser que Jinshi devait rôder non loin. Une main sur le front, la favorite de l'empereur se contenta de pointer un doigt silencieux vers la cuisine. Après avoir remis son panier à l'assistant de l'intendant, Mao Mao y pénétra. L'homme au sourire de nymphe se trouvait à l'intérieur, visiblement contrarié. Il contemplait l'entrecroisement d'aplats pêche et rose que formaient les cuisses des 3 dames de compagnie qui s'étaient endormies les unes sur les autres, leurs chemises en désordre et leurs jupes remontées. « Qu'est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui s'est passé ici, au juste ?» s'exclama Ronyen. « Je ne pense pas être la mieux placée pour répondre à cette question, » fit remarquer Mao Mao avant de s'agenouiller devant les 3 jeunes femmes pour les examiner et remettre de l'ordre dans leur tenue. « Rassurez-vous, tout va bien, on dirait qu'elles n'ont pas... » Rouge jusqu'aux oreilles, la première dame de compagnie l'interrompit en lui assénant une claque sur l'arrière du crâne. Le pain couleur écorce reposait sur la table. 3 bouchées en avaient été prélevées. Les 3 belles endormies l'avaient visiblement confondu avec un encas. Après que les gourmands eurent été transportés dans leurs chambres respectives, Mao Mao retourna en cuisine, où elle trouva Dame Gyokyo et Jinshi en train d'y étudier le pain. « Voici donc ton aphrodisiaque » s'enquit la concubine. « Pas du tout. Le voici » répondit la jeune apothicaire en lui remettant les morceaux de fruits nappés de chocolat. Il y en avait une 30aine. « Mais alors ce pain, qu'est-ce que c'est » demanda l'eunuque. « Mon dîner de ce soir. » Sa réponse sembla quelque peu choquer l'assemblée. Kaoshun et Ronyen la dévisageaient avec des yeux ahuris. Avait-elle dit quelque chose de mal ? Les spiritueux et les stimulants ont très peu de prise sur ceux qui y sont habitués, expliqua-t-elle. Ils n'ont pas beaucoup d'effet sur moi. Au nom de la science, elle avait déjà avalé un mélange de liqueur et de venin de serpent, preuve qu'elle n'était pas classée au rayon des petites natures pour ce qui était de l'alcool. Pour elle, il s'agissait avant tout d'un type de remède particulier. Or, plus le corps s'accoutumait à une substance, moins il y était sensible. Elle conclut son argumentaire en affirmant que, si ce pain en propriété aphrodisiaque s'était avéré étonnamment efficace sur les dames de compagnie du pavillon de Jade, il aurait sans doute bien moins fonctionné sur les habitants des régions dont provenait le cacao. L'intendant du Rogong ramassa un des petits cubes qu'il examina de près. « Est-ce à dire que je peux en manger un sans risque ?»« Ne faites pas ça !» s'exclamèrent Ronyen et Kaoshun à l'unisson. « Oh, je plaisantais, voyons !» répondit-il en reposant le pain. Ingérer un aphrodisiaque en présence de la favorite de l'empereur aurait été hautement déplacé. Mais surtout, qui aurait pu prétendre résister aux avances d'un bel et faible au jour rosé par le désir ? Mao Mao devait bien admettre que la grâce du visage du fonctionnaire compensait les défauts de sa personnalité. Non mais ça marche pas parce qu'on est habitué au chocolat, nous, maintenant. Donc ça marche pas. Tant pis, on va trouver autre chose. Je devrais peut-être t'en demander d'en préparer pour Sa Majesté impériale, enchérie Dame Gyokyo, histoire de sortir de la routine. Ce stimulant est environ 3 fois plus puissant que les autres, se crut obligée de préciser la jeune apothicaire. À cette déclaration, une mimique indéchiffrable apparut sur les traits de sa maîtresse. 3 fois. Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir si longtemps, souffla-t-elle. Tous firent mine de ne pas l'avoir entendu. De toute évidence, la vie de favorite n'allait pas sans son lot de difficultés. Mao Mao replaça les fruits nappés de chocolat dans la jarre couverte qu'elle remit ensuite à Jinshi. La dose de stimulant qu'ils contiennent est assez élevée. Je vous recommande de n'en prendre qu'un à la fois. Une consommation excessive pourrait augmenter la pression sanguine et provoquer des saignements de nez. Mieux vaut aussi n'y avoir recours qu'en présence de son partenaire. Fort de ces instructions, l'employé impérial se leva. Son assistant et Ronyen quittèrent la pièce pour préparer son départ, et, après l'avoir salué d'un hochement de tête, Dame Gyokyo se retira à son cours. Mao Mao s'était mise à nettoyer la table, quand une douce odeur vint lui chatouiller les narines. « Je te remercie. Ce n'était pas une mission des plus simples, » susurra une voix dont l'onctuosité collait parfaitement à ce parfum. La goûteuse sentit qu'on écartait doucement les cheveux sur... Oh là là, trigger warning, absence de consentement. La goûteuse sentit qu'on écartait doucement les cheveux sur sa nuque, puis quelque chose de froid venir s'y presser. Lorsqu'elle retourna, Jinshi était déjà en train de quitter la pièce en lui adressant un geste de la main, en guise de revoir.
Si le comportement de l'eunuque lui parut incongru au premier abord, il prit tout son sens quand elle constata la disparition d'un des bouts de pain nappé de chocolat qu'elle se réservait pour le dîner. Elle avait sa petite idée sur l'identité du voleur, d'autant que la nuit venait à peine de tomber. « J'espère qu'il ne fera pas de victime, » murmura-t-elle. Au fond, peu importait, ça ne la regardait pas.